Bonjour, bienvenue au programme de renforcement des compétences dans l'innovation technologique. Ce programme est composé de 3 séances. À la première séance, on a parlé de la notion et des caractéristiques du système de propriété intellectuelle. À la séance dernière, on a étudié le brevet et le droit d'auteur. Aujourd'hui, on va aborder le système de marque et de design. Je vous ai déjà expliqué qu'il y avait une différence parmi les systèmes de brevet, de marque et de design. Tout d'abord, le système de brevet ou de modèle d'utilité exige des caractéristiques technologiques. Mais le système de marque, il s'agit de protéger le nom plutôt que les aspects technologiques. Par exemple, il nous permet de distinguer le nom de notre entreprise, produits et services de celui des concurrents pour donner confiance aux consommateurs. Ensuite, le système de design. On achète des produits pour de multiples raisons, comme une bonne fonction ou un prix intéressant, auquel s'ajoute aujourd'hui un design chic ou créatif. Ainsi, la valeur de marque et de design devient de plus en plus importante. On va donc étudier les caractéristiques de ces deux systèmes. D'abord, les caractéristiques du système de marque. Je vous ai déjà expliqué sa notion à la séance dernière. Supposons qu'une entreprise d'électroménager change un jour son nom à Apple, fabrique et vende des contrefaçons. Les consommateurs les achètent en croyant qu'elles sont les produits d'Apple. Mais elles n'ont rien à voir avec Apple. Ainsi, récemment, les contrefaçons sont réellement importées et distribuées. Dans cette situation, c'est le droit des marques qui sanctionne la fabrication et la vente de ces produits contrefaits. Quel est l'objectif du droit des marques? D'abord, c'est d'identifier des produits ou services pour savoir d'où ils viennent et qui les produit. Parce que ces informations peuvent assurer leur qualité. Prenons l'exemple d'Apple. Elle a beaucoup de produits, y compris iPad, iPhone version 13 ou 14, qui sont tous une marque. Alors, qu'est-ce qu'une marque? Comme vous voyez ici, une signature, des caractères, un dessin, une forme, un hologramme ou même un mouvement, toutes ces choses servent de marque qui distinguent notre entreprise ou business avec d'autres concurrents. Pourquoi existe-t-il le système de marque? Je vous ai déjà dit que le système de brevet était une sorte d'accord. S'il n'y a pas de système de brevet, personne n'ouvre sa technologie qui coûte beaucoup de temps et d'argent pour développer au public. Et les concurrents sont compris dans le public. C'est grâce au système de brevet, un avantage social, que l'on révèle ces technologies. Le système donne au brevet le droit d'utiliser en exclusivité sa technologie. Pendant une période limitée de 20 ans. Le système de marque a un objectif similaire. Il permet au titulaire du droit de protéger sa réputation et la bonne foi. Par exemple, il aide Apple à maintenir sa réputation. Il permet aussi aux vins produits dans des terroirs réputés d'être exclusivement nommés Cognac ou Bordeaux. Cela protège également les consommateurs qui achètent les produits en faisant confiance à leur qualité, à cause de ces marques et en pensant comme ce serait un vin produit à Bordeaux ou ce serait un fromage produit à Gouda. Aujourd'hui, je pense que vous utilisez souvent Google pour chercher des informations en Tunisie. Beaucoup de gens se connectent au moteur de recherche, Google, ou le réseau social Facebook dans ce monde, ce qui montre qu'ils ont confiance en la sécurité de ces services. Si une tierce partie, qui n'a rien à voir avec ces services, ouvre un site web et se prétend Google, cela peut causer une grande confusion sociale telle que l'infection d'un virus informatique ou l'exposition aux copies illégales des usagers.
Ainsi, le système de marque aide les entrepreneurs à maintenir leur réputation et la qualité de leurs produits ou services pour bien gérer leur business. Sur le plan social, il y a un but public d'empêcher les consommateurs de confondre les contrefaçons avec les produits authentiques pour établir un commerce sain. Il y a de diverses choses qui font l'objet d'une marque. La marque connue de café, Starbucks et Pizza Hut. Vous voyez ici une image verte dans le logo de Starbucks en plus des alphabets. C'est une sirène prenant une couronne, même s'il n'y a pas de nom Starbucks. Les consommateurs peuvent l'identifier avec la sirène. C'est pareil pour le cas de Pizza Hut. Quand on va à Pizza Hut, on peut voir le toit rouge du restaurant. En associant cette couleur avec le nom de Pizza Hut, son logo nous permet de différencier le restaurant avec les autres. Donc, pourquoi associe-t-on la sirène verte et le toit rouge avec les lettres de leur nom? Parce que les lettres seules peuvent nous amener à nous tromper. De plus, concernant la couleur, s'il y a un logo avec une sirène rouge, on ne le perçoit pas comme Starbucks. Donc, les deux entreprises ont créé leur marque avec le thème de vert et rouge pour la graver dans la tête des consommateurs. En résumé, la marque, qui est l'objet du système de marque, est créée en associant des lettres et l'image. Pour aider à la distinction et à la reconnaissance des consommateurs. Son but final est donc d'empêcher une confusion. Si les consommateurs achètent un produit ou un service en faisant confiance à sa marque, mais il est en fait une contrefaçon de mauvaise qualité, c'est un plagiat qui cause une confusion aux consommateurs. Donc, le système de marque a l'objectif de maintenir la qualité des produits et de protéger la réputation des entreprises pour établir une bonne pratique des affaires dans la société. Revenons au brevet. Par exemple, l'entreprise Pfizer produit le vaccin. Elle a obtenu le brevet pour le procédé de fabrication du vaccin. Mais ce brevet ne dure que pendant 20 ans à partir de la date de sa demande. C'est-à-dire qu'après 20 ans, tout le monde peut se servir de cette technologie sans autorisation. C'est pareil pour la marque. Le droit sur la marque ne dure que pendant 10 ans à partir de la date de sa demande. Alors, je vais prendre un exemple. Supposons qu'Apple et Microsoft puissent utiliser leurs marques Apple et Windows seulement pendant 10 ans. Après 10 ans, elles ne sont plus autorisées à les employer. Dans ce cas, les entreprises doivent entièrement renouveler l'emballage de leurs produits.
De la part de consommateurs, ils sont embarrassés par le changement soudain du nom des produits auxquels ils s'habituent. Donc, à la différence du brevet, du droit d'auteur ou du modèle d'utilité, qui a une durée définie de validité, le droit de marque est renouvelable à la demande de son titulaire, afin d'assurer la continuité et la consistance du business et de protéger les consommateurs. Si le titulaire met à jour son droit chaque 10 ans, le droit est pratiquement valable, presque éternellement. Comme le brevet, le droit de marque est régional. C'est-à-dire qu'un homme d'affaires coréen doit obtenir le droit de marque délivré par l'Office tunisien des brevets ou des marques pour mener des affaires avec sa marque en Tunisie. Le droit coréen n'a aucune validité en Tunisie. De la même manière, le droit tunisien n'est pas valable en Corée. Comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est parce que le principe de territorialité est appliqué au brevet, au modèle d'utilité, au droit de marque et au droit de design. Mais, pour le droit d'auteur qui est né au moment de la création, on adopte le cosmopolitisme. C'est une différence très importante. Vous voyez ici plusieurs marques traditionnelles. IKEA, Starbucks, BMW, etc. La marque d'IKEA est composée des alphabets de son nom dans un ovale jaune et un rectangle bleu qui l'entoure. Avec cette combinaison de couleurs, on peut la percevoir comme la marque d'IKEA. C'est aussi le cas du vert de la marque de Starbucks et du jaune de McDonald's. La marque de McDonald's est composée de l'alphabet M et la couleur jaune. Ensuite, c'est la marque de l'eau minérale Perrier. La figure tridimensionnelle de la bouteille est aussi enregistrée comme une marque. Si les entreprises concurrentes imitent la forme courbée de Perrier, cela correspond à la violation du droit de marque. Parce que les consommateurs peuvent reconnaître Perrier par cette forme, c'est aussi le cas d'un chocolat suisse. La forme triangulaire, tridimensionnelle de ce chocolat est enregistrée comme une marque. C'est-à-dire que cette forme permet aux gens de savoir que c'est le chocolat de l'entreprise suisse. Ainsi, la marque peut être en toute forme, soit bidimensionnelle ou tridimensionnelle, soit la couleur, tant qu'elle permet aux consommateurs d'identifier les produits ou services.
Les exemples que nous venons de voir sont des marques typiques à 2 ou 3 dimensions. Maintenant, je vais vous parler des marques un peu exceptionnelles. D'abord, c'est la marque sonore, quand on écoute le son de la moto d'Harley Davidson, ou la sonnette unique de connexion à Windows. On peut évoquer le produit et le service. Donc, le son qui nous permet de les recevoir peut servir de marque. De plus, les images animées, vidéos coupées très courts, sont aussi un type de marque. Parce que cette sorte de logo en mouvement nous aide à reconnaître le produit ou le service. Il y a aussi la marque olfactive. Par exemple, on peut reconnaître le parfum de Chanel par sa propre odeur unique. Même si elles ne sont pas encore nombreuses, les marques exceptionnelles ne cessent d'apparaître. La marque d'hologramme y appartient. Elle est une marque qui change son contenu ou sa couleur selon la place où on la voit. Ainsi, aujourd'hui, de divers types de marques sont nées grâce au développement technologique, alors qu'autrefois la plupart des marques étaient bidimensionnelles ou tridimensionnelles. Qu'est-ce qui est le plus important pour qu'une marque soit enregistrée et protégée? Les produits et services doivent être différenciés avec les autres par leur marque. Et elle doit permettre aux consommateurs de les reconnaître facilement. Ce sont des critères auxquels l'on doit satisfaire pour enregistrer des marques exceptionnelles. Alors, qu'est-ce qui se passe après l'enregistrement d'une marque? Une fois que la marque est enregistrée, elle ne peut pas être utilisée pour d'autres produits ou services de la même catégorie. Il est aussi interdit d'utiliser les marques similaires qui nous amènent à nous tromper si elles sont une marque enregistrée ou pas. Ce droit de marque est seulement donné à son titulaire qui a enregistré la marque sur le système. Comme le cas du brevet, la marque n'est protégée que dans la région où elle est enregistrée. Donc, je vous ai déjà expliqué qu'il fallait le droit de marque tunisien pour les Coréens de faire des affaires en Tunisie. Il y a divers types de marques. La marque de service, la marque collective, l'indication géographique, l'emblème d'association, la marque de certification, etc. D'abord, on voit la marque de service. Je prends l'exemple de YouTube et Google. YouTube est un service qui nous offre des vidéos et Google nous offre le service de recherche sur Internet. Ainsi, la marque de service est une marque qui représente l'acteur ou l'entreprise qui offre un service. Ensuite, c'est la marque collective. Elle est une marque ayant l'objectif de différencier les produits d'un groupe ou une association de ceux des autres.
Il y a aussi l'indication géographique. Comme le champagne ou le cognac, il y a des spécialités régionales qui ont leur goût spécial venant des sols particuliers ou de l'ensoleillement de la région. Ainsi, l'indication géographique est un système selon lequel on permet d'utiliser le nom d'une région pour un produit quand les particularités régionales sont liées à la qualité du produit. Je vais prendre un exemple. Avant l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange UE-Corée du Sud, les entreprises qui produisent du vin en Corée pouvaient librement utiliser l'appellation Champagne. Mais comme vous le savez, Champagne est le nom d'une région française. Donc, une loi a été également établie en Corée pour protéger cette indication géographique. En Corée, il est désormais interdit d'utiliser cette appellation sauf si le vin est fabriqué à Champagne. Au lieu du nom Champagne, on utilise des indications comme vin pétillant ou vin effervescent. Ensuite, l'emblème d'association. Il s'agit d'un emblème qui identifie généralement les organisations à but non lucratif. En dernier, il y a la marque de certification. Quand on trouve la marque de laine sur un vêtement, on peut savoir qu'il est fabriqué des matières en bonne qualité. Ainsi, on appelle la marque qui assure ou démontre la qualité des produits la marque de certification. C'est tout pour le système de marque. Maintenant, on va aborder le système de design, le dernier sujet de la propriété intellectuelle. Qu'est-ce qu'un design? Le design peut être protégé entièrement ou partiellement. Par exemple, l'apparence du pointeur laser dans ma main peut être entièrement protégée. Si je veux mettre à jour la partie du bouton et créer un nouveau design pour la partie, je peux avoir le droit de design pour cette nouvelle partie. On l'appelle le design partiel. Alors, quels sont les facteurs constituants d'un design? Il y a ligne, couleur, forme, texture, matière, décoration, etc. En combinant ces facteurs, on peut créer un design. Je vais vous l'expliquer plus en détail. En général, il s'agit des aspects esthétiques d'un produit. La beauté d'un produit entraîne les consommateurs à l'acheter. Mais il y a une chose que vous devez retenir. Le système de design ne concerne pas les aspects technologiques. Je vais prendre l'exemple de l'antenne parabolique. Elle a une forme unique d'assiette. Il y a une raison. Elle a besoin de cette forme pour bien recevoir le signal de retransmission par satellite et le transmettre aux téléspectateurs. Dans ce cas, si on délivre en exclusivité le droit de design pour la forme d'assiette de l'antenne à certains individus, toutes les autres personnes ne peuvent pas l'utiliser gratuitement. Ainsi, un design lié à une technologie ou une fonction ne peut pas être protégé comme un droit. Ce qui est protégé par le système de design, c'est seulement les aspects extérieurs.
Comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, les aspects technologiques sont protégés par le brevet ou le modèle d'utilité. Voici les designs réellement enregistrés. Ici, il y a un téléphone portable. Quelle est sa particularité dans son design? Pour votre information, on mentionne ici le brevet américain de design, mais c'est l'indication américaine pour le droit de design. Et notre brevet est le brevet d'utilité pour les Américains. Pour le droit du design, on doit y attacher le plan. Alors, quelles sont les particularités dans le design de ce smartphone? D'abord, il est très fin. Il y a une forme plate et le bouton d'accueil au milieu. En appuyant sur le bouton d'accueil, on peut retourner à la page précédente. Sur la façade du smartphone, il y a l'écran. Et au-dessus de l'écran, il y a le bouton de haut-parleur. Au-dessous, il y a le bouton d'alimentation et les boutons de volume, et le port de chargement tout en bas. Toutes ces choses n'étaient pas appliquées au smartphone avant le lancement d'iPhone d'Apple. Apple a créé ce design et l'a enregistré aux États-Unis. Comme le design a été enregistré comme un droit, personne ne peut le copier. Vous voyez ici les bords arrondis du smartphone, c'est le point principal de ce design. Le smartphone, ancien, avait une forme angulaire. Steve Jobs a lancé pour la première fois un smartphone ayant une forme arrondie. Cette forme a été aussi enregistrée à l'Office des brevets. Ensuite, c'est le design d'iPad. Il est plat comme l'iPhone. Il a aussi le bouton d'accueil, le bouton d'alimentation et les bords arrondis. Le droit de design a une durée limitée qui est de 20 ans à partir de la date de demande. Comme le brevet et la marque, le droit de design n'est valable que dans le pays où il est déposé et enregistré, selon le principe de territorialité. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a 3 conditions à satisfaire pour obtenir le brevet. Ce sont la nouveauté, la progressivité et la disponibilité industrielle. C'est similaire pour le design. D'abord, il faut avoir une disponibilité industrielle. Ensuite, la nouveauté et enfin, la créativité. La notion de créativité est très similaire à l'étape intensive du brevet, à savoir la progressivité. Il s'agit d'un design que le public ordinaire ne peut créer en se basant sur des designs précédents. Un design qui est facile à être produit à la base des designs existants ne peut pas être enregistré comme un droit.
un produit est protégé comme à la fois un brevet et un design. C'est le cas de la balle de golf. Comme je vous l'ai déjà dit, il faut une caractéristique technologique pour être enregistré comme un brevet. Par exemple, les bosses dans la balle de golf sont un facteur technologique qui permet à la balle d'aller plus loin et tout droit, sans courbe. Cet aspect technologique est aussi protégé comme un brevet. Mais on achète la balle de golf non seulement parce qu'elle va loin, mais aussi parce qu'elle est belle. Donc, selon la forme des bosses, l'apparence d'une balle de golf peut être reconnue comme un design. Ainsi, la balle de golf est enregistrée comme en même temps le brevet et le design. Ensuite, c'est l'exemple de LED développé par l'entreprise Nishia. L'entreprise a déposé les demandes de brevet et de design ensemble, mais la demande de brevet a été refusée. Parce qu'il n'est pas difficile de fabriquer le produit avec des technologies existantes. Donc, la raison du refus était le manque de progressivité, mais il est reconnu comme un design. On achète l'ampoule à LED pour plusieurs raisons, soit sa durée de vie ou sa luminosité, soit son apparence. Donc, même si le produit n'est pas reconnu comme le brevet, il est enregistré comme un design. En fait, la norme de créativité du design est moins exigeante que celle de progressivité du brevet. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas obtenu un brevet pour votre produit, vous pouvez toujours essayer de l'enregistrer comme un design, puisqu'il est plus facile de satisfaire à la norme de créativité du design. Alors, quels sont les avantages du droit de design par rapport au brevet? D'abord, pour le brevet, il faut en moyenne plus d'1 an pour son examen. En revanche, il faut un temps beaucoup plus court pour l'examen du droit de design, parce que l'on a examiné seulement la similarité de l'apparence. De plus, il y a beaucoup de demandes de brevets refusées à cause du manque de progressivité. Alors qu'il est un peu plus facile de satisfaire à la norme de créativité du droit de design. Cela entraîne à l'un de ses avantages, un taux élevé d'enregistrement. Ensuite, le brevet entre en vigueur à partir de la date de sa demande. Mais comme cela prend beaucoup de temps de son examen jusqu'à son enregistrement, la durée de la plupart des brevets n'est pas de 20 ans. Cependant, le droit du design devient valable à partir de la date de son enregistrement, ce qui montre que l'on peut profiter de toute la durée de validité de 20 ans. De plus, en cas de violation d'un brevet, il faut une longue bataille. Mais pour le droit du design, il est beaucoup plus facile d'examiner les apparences et de juger s'il y a une violation. Finalement, pourquoi doit-on obtenir le droit de design? On peut protéger une bonne fonction ou technologie par le brevet ou le modèle d'utilité. Mais les consommateurs achètent des produits à cause non seulement de sa marque, mais aussi de son design. Et un bon design vient du droit du design. Une bonne marque permet aux entreprises de protéger leur réputation et leur qualité.
Pour des technologies plus améliorées par rapport aux technologies existantes, on peut les protéger par le système de brevets. En résumé, à cette troisième séance, je vous ai expliqué en détail le système de marque et de design. Je souhaite que ces 3 séances vous intéressent au sujet de propriété intellectuelle et vous permettent de le mettre en valeur pour le développement de l'économie tunisienne. Je souhaite également que nous puissions se réunir ensemble dans la même salle après la fin de cette crise sanitaire mondiale. Merci.